15 minutes de questions. Merci à tous les organisateurs de m'avoir proposé d'être avec vous ce matin. Comme j'ai probablement le locus de contrôle un peu supérieur à celui de Carole, je vais passer mes diapos moi-même, donc j'ai quand même essayé effectivement de rester tout devant vous. Et puis j'ai une très mauvaise nouvelle d'emblée, c'est que je dois avoir une soixantaine de diapos, qu'il va donc falloir que je fasse un choix, donc il y en a certaines sur lesquelles je passerai rapidement. Mais s'il y a des questions, j'y reviendrai bien entendu. Les objectifs de cette présentation, c'est de refaire le point en 2014 des principaux enjeux, de ce qu'on peut comprendre du mécanisme d'apparition de la dépression, de pourquoi c'est compliqué, pourquoi le diagnostic est compliqué. On va parler de la dépression et des demandes d'aide amoureux, et je pense que ça fera un peu écho à la présentation de ce matin. Je parlerai un peu des traitements, on finira rapidement sur les recommandations, parce qu'il y a des recommandations européennes. Fort heureusement, le terrain est balisé. Alors, en termes de prévalence, il y a plein d'études différentes, puisque vous savez que les psychiatres ne sont jamais capables de se mettre d'accord et qu'on a des diagnostics qui ne sont pas forcément les mêmes, les études ne font pas forcément faire les diagnostics par des psychiatres, ce qui change un peu la donne, et même quand on utilise des échelles, c'est à peine plus rigoureux puisqu'on n'est jamais d'accord sur les cut-offs. Mais ça explique que vous trouviez dans la littérature des chiffres extrêmement différents. Retenez quand même globalement à peu près un patient sur 7 en phase palliative avancée qui a un épisode dépressif majeur. Et dans cette méta-analyse, qui est une des plus grosses et qui fait du coup référence, on a étonnamment des chiffres qui sont à peu près les mêmes que les patients qui ont un cancer, tout type confondu. Si on regarde ce qui a changé en termes de prévalence par rapport aux 20 dernières années, ou même aux 10 dernières années, il y a quand même nettement plus de patients traités qu'auparavant. Dans un travail de 2013, on retrouvait sur 600 patients en phase palliative 25% des patients qui recevaient des antidépresseurs depuis à peu près 12 semaines. Alors si j'avais arrêté là, on pourrait être très content. Le problème, c'est que cette étude a l'avantage d'être prospective, et quand on les suit pendant 5 ans jusqu'au décès, on ne retrouve pas de score de dépression entre le groupe traité et le groupe pas traité. Donc on est déjà un peu moins content. Et puis, il y a une autre étude dans le même, du même registre, un petit peu antérieur, qui retrouve chez des patients chez lesquels on a fait le diagnostic de dépression, seulement 40% des patients correctement traités. Donc, on en traite plus, puisqu'effectivement, les mêmes chiffres dans les années 90, c'était 10%, et avec, dans 3 quarts des cas, un antidépresseur introduit dans les dernières semaines de vie, ou les 2 dernières, ce qui est un peu court. On a fait mieux, mais on a encore une grande marge d'amélioration, comme on dit pudiquement. Pourquoi c'est important de repérer la dépression? Parce que ça a un impact négatif sur plein de choses. Je n'ai pas redétaillé au niveau biblio tout cela, parce que je pense que vous en êtes tous convaincus. Il y a pléthore d'études. Les patients ont une moins bonne qualité de vie, les patients ont une moins bonne qualité de vie relationnelle. Et ça, Dieu sait que lorsqu'on est cloué dans son lit, ça prend de l'importance. Il y a un impact potentiel de la dépression sur la prise de décision. Ça revient, pour faire le point à ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, cette question de capacité de discernement, et ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. C'est une question très compliquée pour un psychiatre d'évaluer les capacités de discernement. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque la tonalité émotionnelle change, la capacité la modalité de prise de décision change aussi. C'est des patients qui vont être vulnérables à la perte d'autonomie. Quand un patient est déprimé, se bouger, s'alimenter, effectuer des gestes d'autonomie vraiment minimum, ça peut devenir extrêmement compliqué. Et puis, c'est un facteur d'augmentation de la morbidité et de la mortalité. Alors, ça, c'est une assez jolie façon de le montrer, toujours dans une étude de Lloyd Williams, où un point de plus sur une échelle de dépression, l'échelle d'Édimbourg, c'était 7% de plus de mortalité. Alors, ça dépend à quel terme, évidemment, mais c'est une façon de marquer un peu les choses. Probablement, d'ailleurs, pour des raisons totalement, en grande partie somatiques ou compréhensibles. Donc, que je me fasse pas mal comprendre d'emblée, c'est probablement pas parce que les patients sont déprimés qu'ils meurent plus vite, mais c'est probablement parce qu'avec la dépression, il se passe plein d'autres choses. Ça aussi, on en reparlera. Et puis, pour les directeurs d'accueil, un patient déprimé, ça coûte plus cher qu'un autre. Donc, ça devrait les inciter à nous aider à les prendre en charge. Juste pour figurer l'impact de la dépression sur la survie, c'est pas une étude en phase palliative, parce que vous voyez que les délais de survie sont extrêmement longs, mais c'est juste pour vous dire que ce résultat est le même que celui qu'on retrouve pour l'ensemble de la cancérologie. Alors,
En termes de pathogénèse, pourquoi est-ce que c'est si fréquent et pourquoi est-ce que c'est si compliqué? La dépression est un phénomène d'apparition multifactorielle qui apparaît sur un continuum, vous le savez bien, entre la tristesse adaptée et puis les troubles dépressifs majeurs. Vous savez tous, je pense, que ce qu'on appelle troubles dépressifs majeurs en psychiatrie, c'est pas forcément sévère, hein, c'est majeur au sens où c'est une dépression caractérisée, correspondant assez schématiquement à une nécessité de traitement médicamenteux. Et puis au milieu, il y a les troubles de l'adaptation, qui sont ces tableaux subsyndromiques. Alors, les facteurs de risque, ils sont connus très clairement dans les facteurs de risque relatifs à la maladie. En phase palliative, on les additionne vraiment, ce qui peut largement expliquer la prévalence de la pathologie. Après, il y a probablement d'autres facteurs qui sont encore insuffisamment connus parce qu'on commence à peine à comprendre en psychiatrie la caractérisation biologique des dépressions. Les déficits de la transmission monoaminergique à la base des phénomènes dépressifs, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on les comprend. Les dysfonctions de l'axe hypothalamo-hypophyso-adrénergique aussi, on les trace depuis longtemps, c'est pas pour autant qu'on les comprend très bien. Plus récentes sont les pistes inflammatoires. Vous savez qu'en dépression, même chez des patients non atteints de maladies somatiques, on retrouve des niveaux élevés des cytokines pro-inflammatoires, et avec effectivement du coup toute une question qui est: est-ce que c'est un état inflammatoire qui favoriserait l'apparition de la dépression? Est-ce que finalement on est dans une apparition conjointe de la maladie somatique et de la dépression en raison d'un phénomène antérieur? Enfin, c'est encore beaucoup de pistes sur lesquelles on n'est pas, on a encore des données contraires. Des pistes aussi sur les altérations neurodégénératives. Donc, tout un tas de données qui font qu'effectivement, quand on sait l'ensemble des perturbations biologiques qui viennent en phase palliative à l'approche de mourir, on comprend effectivement comment apparaissent ces tableaux. Alors, juste pour vous donner une idée de là où on en est, je ne vais pas m'étendre trop sur cette étude, mais elle est assez jolie parce qu'elle s'adresse à des patients atteints de cancer pancréatique. Vous savez probablement, depuis très longtemps, on sait que les patients atteints de cancer pancréatique sont plus déprimés que les autres, probablement parce que c'est effectivement une tumeur qui sécrète beaucoup de médiateurs inflammatoires. Et cette étude est jolie parce qu'elle comprend 4 groupes de patients. Certains sont déprimés, d'autres ne le sont pas. Certains ont un cancer pancréatique, d'autres ne le sont pas. Et au milieu de tout ça, on a comparé le niveau de tout un tas de cytokines que vous avez là. Et ce qu'on retrouve, c'est... Alors, les cancers pancréatiques ont des taux de cytokines supérieurs au CG5, ça on le savait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive sur l'interleukine 6 à distinguer les patients qui ont un cancer pancréatique et qui sont déprimés de ceux qui ne sont pas déprimés. C'est quand même tout à fait intéressant d'avoir à ce point un marqueur biologique d'un état psychiatrique. Indépendamment de ça, on retrouve un certain nombre de liens entre ces cytokines-là et d'autres caractéristiques, la douleur, la fatigue, le sommeil. Alors, c'est une étude qui est à prendre avec des pincettes parce qu'ils ont beaucoup de mal à recruter des patients assez purs pour ne pas avoir d'autres raisons d'avoir des troubles inflammatoires, et notamment le nombre de patients sains est tout à fait limité. Et voilà, pour vous donner une idée de là où on en est. Et puis de manière beaucoup plus sûre, là par contre on connaît des facteurs de risque qui sont dans le registre psychosociaux liés à la situation, et effectivement les patients en phase palliative en rencontrent souvent un certain nombre. J'insiste juste sur l'importance du recueil des antécédents psychiatriques personnels ou familiaux, qui est quelque chose de rarement fait d'une manière générale en maladie somatique, mais on ne pense pas forcément lorsqu'un patient rentre en USP à aller chercher s'il n'a pas des antécédents, par exemple familiaux de suicide, qui sont un facteur extrêmement important au niveau psychiatrique. Et puis, vous rappelez une chose, c'est que ce qui va impacter le risque dépressif dans la phase palliative, c'est quelque part plus la notion à la fois de perte de contrôle et de perte de rôle que la notion de gravité ou d'espoir thérapeutique tel qu'on peut l'avoir du côté des soignants. L'espoir, il n'est pas que thérapeutique. Heureusement, les patients peuvent espérer plein d'autres choses dans l'existence. Et ce qui va vraiment parler pour eux, c'est le jour où ils sont tellement mal qu'ils ne peuvent plus assurer le moindre de leur rôle, parce qu'à ce moment-là, le sens de la vie s'en voit entamé. Et c'est important par rapport à ça d'arriver à se placer dans cette position
du regard du patient pour lui-même et pas de notre regard de soignant. Alors, ça c'était pour un rappel rapide sur les facteurs de risque et la prévalence. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de ce pourquoi le diagnostic est compliqué. Je vous ai remis là les critères du diagnostic du DSM-4, c'est le manuel statistique des psychiatres, c'est à peu près le seul sur lequel on s'est mis à peu près d'accord, même s'il est très, très imparfait. Dans les symptômes de la dépression, il y a un certain nombre de symptômes qui peuvent être liés à la pathologie cancéreuse ou somatique ou à ses traitements. Et effectivement, on va avoir du mal à interpréter ces symptômes qu'on intègre dans le tableau dépressif lorsqu'on considère qu'ils sont mieux expliqués par la dépression que par autre chose. Mais effectivement, on est un peu en difficulté à cause de ces critères-là. Ce qui est difficile aussi, c'est notre propre subjectivité et c'est la rigueur du recueil des symptômes. Parce que le contexte incite à banaliser, à rationaliser, soit parce qu'on se projette, soit parce qu'on normalise les choses. Et on peut effectivement imaginer qu'on serait mal dans la situation du patient, ou on peut, par méconnaissance médicale, penser que la dépression est un état normal lorsqu'on fait le deuil de l'existence. Alors, certains symptômes dépressifs peuvent être normaux dans cette circonstance-là, mais pas tous, je vais vous en parler après. Donc, attention effectivement à ces mécanismes de projection, attention particulièrement au cas d'épuisement professionnel. Il y a des équipes déprimées où on ne voit plus les patients déprimés parce que finalement on voit aussi mal pris. Et ça, c'est important, et les patients le disent d'ailleurs. C'est ça qui m'a dit un jour, je ne sais pas si moi je suis triste, mais votre interne il va vraiment pas bien. Alors, donc effectivement, dans ces problèmes de repérage, je vous ai parlé de l'intrication des symptômes somatiques et psychiques, mais il y a aussi simplement le fait que ces symptômes somatiques sont tellement au premier plan, qu'on a déjà tellement à faire, qu'aller en plus chercher si le malade n'est pas déprimé, ça peut apparaître du luxe. Et puis après ça, il y a des problèmes de formation. Et donc, on est effectivement dans une situation de diagnostic compliquée. Si je dis tout ça, c'est pour une conclusion extrêmement pratique. C'est que si on veut s'améliorer pour diagnostiquer la confusion en soins palliatifs, il faut se former, il faut y passer du temps, il faut travailler avec autrui. Mais la situation, l'état des lieux est effectivement une situation un risque de non-diagnostic majeur. On va en pratique porter une attention particulière aux symptômes cognitifs et affectifs plutôt, d'ailleurs de manière intéressante, les symptômes dépressifs liés à l'intermédiaire dans certaines études sont les symptômes plutôt somatiques et notamment pas les symptômes cognitifs et affectifs, ça c'est une autre question. Donc on va effectivement essayer de rechercher ce qui n'est pas contaminé par l'état somatique. La dévalorisation, et la dévalorisation c'est pas aujourd'hui je suis une charge, regardez ce que je suis devenue, c'est plutôt j'ai été un mauvais père de famille et je me reproche maintenant des choses que j'ai fait quand j'avais 20 ans. C'est ça qui va effectivement nous tenir beaucoup plus. Et la culpabilité, c'est pareil. Ne mélangez pas la recherche de contrôle qui est si j'ai ce cancer, c'est parce que j'ai fumé, avec quelquefois une culpabilité qui ne s'accompagne pas de douleur morale, et la vraie culpabilité, la douleur morale, celle qui ronge le patient. On va rechercher l'anesthésie affective, l'indifférence, l'absence de plaisir, même minime. Un patient couillé au lit peut avoir plaisir à montrer les photos de ses enfants, peut avoir plaisir à trouver qu'il fait beau aujourd'hui, à avoir des soins corporels de base. Et puis, on va effectivement enregistrer le désir de mort, mais ça c'est pareil, j'en redirai un petit mot. Alors, pour essayer d'être concret, même si, bien sûr, aucun symptôme en psychiatrie tout seul n'a de sens et aucune séparation n'est absolue, sinon ce ne serait pas drôle. Mais si on essaye quand même de vous donner des repères, de mettre les choses entre ce qui pourrait être du registre de l'adaptation à un mourir qu'on s'éproche, avec donc un certain phénomène de deuil par rapport à l'existence, et ce qui est du registre de la dépression, on va retrouver du côté de l'adaptation l'intégration de la perspective du mourir, quelquefois une rumination sur la mort. Ce ne sera pas la même chose que la mort comme seule issue avec la rumination obsédante du déprimé. On peut attendre passivement la mort, ce n'est pas la même chose que de la désirer et d'avoir des fantasmes suicidaires en tête. Et on peut désinvestir l'existence comme on le fait dans un deuil, c'est-à-dire par vagues successives et par aller-retour, ou être dans le désinvestissement massif de la dépression. De la même façon, quand on regarde la capacité de se projeter, un patient qui, dans une phase de deuil de son existence, va pouvoir continuer à imaginer un futur agréable
pour un certain nombre de choses, pour le devenir de son pays, pour ses proches, peu importe. Ce qui ne sera pas le cas, pardon, pour un patient déprimé, chez lequel le futur va être péjoré de manière systématique. La perte d'espoir d'un patient en phase d'adaptation va être adaptée, va être limitée. On n'aura pas ce mécanisme de désespoir profond, cette désespérance des patients déprimés. Et de la même façon, ça je vous l'ai dit, il y a une différence entre la conscience de sa dégradation qui peut être vécue douloureusement et une dévalorisation globale dont on sent bien qu'elle va bien au-delà de l'état actuel. Alors, j'espère que ça vous a permis d'avoir des repères un petit peu. L'objectif est effectivement que la prochaine fois que vous posiez la question déprimé ou pas, vous ayez un peu plus de billes. Et je voudrais maintenant parler plus concrètement de la problématique du désir de hâter la mort. Alors, pas du désir suicidaire, c'est pas encore demande de hâter la mort, c'est encore autre chose, mais désir que la mort arrive. Est-ce que ce désir que la mort arrive, il faut le considéré comme un symptôme dépressif? Je veux dire que la réponse est compliquée, mais je voudrais vous donner simplement dans la littérature récente quelques pistes pour essayer de réfléchir. Par exemple, des données sur le risque suicidaire en cancérologie. On sait que le risque suicidaire est majoré en cas de l'existence d'une dépression, de situation de désespoir ou de perte de contrôle, d'isolement social ou familial. Après ça, vous avez d'autres critères qui sont plus classiques, troubles psychiatriques, scénario précis de suicide, symptômes non contrôlés, impulsivité, prise de toxiques pour la même raison qu'impulsivité, et antécédents familiaux de suicide. Vous avez en rouge, en tout cas, déjà un morceau de réponse à la question, c'est-à-dire qu'une dépression en phase palliative, ça va augmenter de manière pathologique le désir de mourir. Autre exemple, il y a pas mal d'articles qui sont sortis dans les dernières années là-dessus. Donc, dans cette étude-là, sur 92 patients, la question était de classer ces patients entre ou bas désir de mort et existence ou pas d'une dépression. 16 patients étaient considérés comme ayant un désir de mort élevé, 15 patients avaient un épisode dépressif majeur, et on regardait dans quelle mesure les symptômes dépressifs prédisaient le désir de hâter la mort. Dans ce travail-là, le plus important facteur du désir de hâter la mort est l'existence d'une dépression ou d'un état de désespoir. Une autre étude qui là est initialement sur 115 patients, alors celle-là est intéressante parce qu'elle est prospective et c'est quand même une des grandes questions quand tu parlais, Carole, de situation de vulnérabilité psychique tout à l'heure. Cette question, c'est effectivement, est-ce que ce désir est stable ou est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer? Alors, c'est une analyse prospective. Comme on est en soins palliatifs, il y a une forte attrition entre le premier et le deuxième temps, ce qui est embêtant. Et on regarde effectivement ce que donne l'amélioration des scores. Le désir de hâter la mort augmente avec le temps dans la population d'études. La dépression augmente également dans cette phase de temps. La douleur, par contre, va diminuer. Et les autres symptômes, globalement, l'état général sera égal. Et la conclusion de l'étude, c'est que l'amélioration des scores de dépression va prédire l'évolution du désir de hâter la mort lorsqu'il est présent en début de prise en charge. C'est-à-dire, ce qui fait que les patients ont plus de désir de hâter la mort à la fin, c'est très fort la dépression. Et le résultat inverse est vrai, si on améliore leur score de dépression, le désir de hâter la mort va diminuer. Ce qui est aussi tout à fait intéressant. Et puis, je crois que c'est la dernière dans ce genre-là. Alors, à chaque fois, c'est des méthodologies différentes, hein, je vais un peu vite, mais vous avez les références et vous pourrez les lire en entier. 336 patients cette fois-ci. Même idée, hein, on regarde ceux qui ont des hauts scores, ceux qui ont un désir de hâter la mort de manière élevée. Et on va essayer de voir à quoi c'est corrélé. Effectivement, c'est corrélé à la dépression, au désespoir, aux symptômes non contrôlés, à la détresse spirituelle. Ça rejoint totalement ce que disait Madame en début de matinée. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'on a fait des régressions multiples pour savoir finalement qu'est-ce qui donne le plus de poids dans une association. C'est quand plusieurs facteurs sont associés à une chose, finalement, lequel de ces facteurs parle vraiment et lequel conditionne un peu les autres. Et dans cette étude-là, 35% de la variance du désir de hâter la mort était expliquée par le niveau des scores de dépression et de désespoir. Ah, il en reste une. Il en reste une sur d'ailleurs, il en reste deux, pardon. Sur
une étude qui a été faite pour comparer l'accès au succès cité, je vais y arriver, dans l'Oregon et puis dans des États qui l'ont autorisé. Et on regardait effectivement quels étaient les éléments que les patients demandant à hâter leur mort mettaient en premier, quelles étaient les choses qui les préoccupaient le plus. Et effectivement, dans ce travail-là, les préoccupations sont 97% la perte d'autonomie, 89% l'absence d'accès au plaisir, 75% la perte de dignité. Simplement, quand un patient est déprimé, il exprime aussi ça. Alors, ça ne veut rien dire. Hein. Je vous ai dit, l'objectif n'est pas de répondre à la question, l'objectif est d'essayer de voir si on a des données brutes pour réfléchir. C'est juste frappant. Et une autre chose que je trouve extrêmement frappante dans ce travail, c'est que la dépression, qui n'est d'ailleurs pas évaluée de manière très systématique, est rapportée comme absente de l'échantillon. La dépression, c'est 6 à 10% en population générale. Vous l'avez vu beaucoup plus en phase palliative, et j'ai quand même tendance à penser que si elle est à ce point absente, c'est qu'elle a été mal évaluée, ou alors il y a vraiment une particularité géographique étonnante. Alors ça, c'est vraiment la dernière, je crois. Une analyse, pareil, des motivations. Alors ça rejoint ce qui a été discuté ce matin. Analyse qualitative sur, et qui est une méta-ethnographie, c'est qu'on a poulé ensemble plein d'études qualitatives pour essayer de ressortir des thématiques un peu générales, un peu propres au maximum de gens. Alors 7, c'est le nombre d'études, hein, parce qu'il y a globalement 7 études qui ont été reprises là-dedans. Et dans les thématiques qui sont mises en avant par les patients, dans la demande de aider la mort, la réponse à une souffrance globale, elle est vraie dans toutes les études. L'atteinte du sentiment de soi, avec certaines variations, perte de contrôle, perte de dignité, perte de sens. La peur du mourir, enfin d'un mourir inconfortable, peur d'une mort imminente, tout à fait la même chose. La demande d'aide à mourir, pour le coup, comme un appel à l'aide, une demande de communication, un désir de vivre, mais par contre de ne pas vivre comme ça, comme un besoin de contrôle, on en a parlé tout à l'heure, un besoin d'avoir encore une carte à jouer, ou pour arrêter de souffrir. Et je vous ai mis juste à côté une autre étude qui est d'après dans le même genre, qui retrouve un peu les mêmes thématiques, qui a par contre comme intérêt l'étude de Muskins, elle s'est intéressée à ce qui se passait dans la relation avec l'oncologue. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'elle a trouvé, donc toujours en analyse qualitative, d'autres vécus, un vécu de rage, un vécu de revanche, finalement, qu'est-ce qui reste à faire si ce n'est de tuer quelqu'un et ce quelqu'un, ce sera moi. Une recherche de communication avec l'oncologue, ça on en a parlé. Une espèce de deuil anticipé de la mort. Enfin, j'ai pas assez de temps pour vous, je voudrais juste vous donner envie d'aller les lire parce que c'est vraiment tout à fait intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est l'espèce de modèle, en fait, du désir de mort qui a été élaboré, qui est proposé par les auteurs de cette étude, qui met la détresse émotionnelle comme un point de passage, en fait, entre un certain nombre de facteurs favorisants et une demande à mourir. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça permet du coup d'essayer de répondre à la question est-ce que donc le désir d'hâter la mort est un syndrome dépressif? Comme toute idée suicidaire, il doit faire rechercher soigneusement un syndrome dépressif et un trouble psychiatrique. Alors ça, on veut juste décliner ce qu'on apprend aux psychiatres. On ne va pas nous apprendre à nous battre contre le suicide chez certains patients et à trouver que l'idée est normale chez d'autres, sinon on devient fou. Mais ce qui est intéressant par rapport aux études que je viens de vous présenter, c'est finalement cette idée que le désir de mort est la résultante d'une souffrance globale qui intègre une détresse émotionnelle profonde. Et ce qui est intéressant, c'est qui dit intégrer une détresse émotionnelle profonde, dit que potentiellement, la détresse émotionnelle peut faire l'objet d'un plan en soins. Et c'est là que je voulais y venir. Alors, ce n'est pas exotif, ce n'est pas la question. Moi, je suis médecin et j'essaye simplement de trouver dans cette histoire-là quels sont les points d'accroche pour un raisonnement médical. Alors, il va falloir que j'accélère un peu. Vous lirez donc, si vous ne les avez pas déjà apprises par cœur, les guidelines rédigés par Lorraine Reiner sur le management de la dépression en soins palliatifs, qui globalement propose plutôt qu'un screening sur des échelles, une démarche un peu différente, et qui dit, premièrement, on fait attention aux symptômes non spécifiques au quotidien, ainsi qu'au non-verbal. On se dit que derrière tous ces symptômes, il peut y avoir un événement dépressif. Lorsqu'on évalue, c'est compliqué, ça peut être intéressant d'avoir des outils, ça peut surtout être intéressant d'aller chercher un psychologue ou un psychiatre.
Et surtout dans le diagnostic, on n'oublie pas le critère de temporalité, plus de 15 jours, et c'est plutôt court comme critère, l'association de symptômes, on pense systématiquement à éliminer les diagnostics différentiels, et on cherche, pour les traiter en même temps, des causes possibles et des facteurs favorisants. Et celles-là sont importantes. Dans les causes possibles, vous avez des causes iatrogènes, vous avez des causes endocrinologiques. Elles impliquent quand même un traitement antidépresseur, mais il va falloir les traiter. Je passe sur les outils. On y reviendra s'il y a des questions. Oui, c'est juste si vous voulez un arbre simple, vous avez... Je vous assure que pour un psychiatre, c'est un arbre extrêmement simple. Dans les référentiels de l'AFSOS et ceux en psycho-oncologie qui sont faits avec les SFPO, vous en avez un sur comment on arrive à un diagnostic de dépression, si vous allez voir sur le site. Voilà. Je vous dis un petit mot des traitements maintenant, et puis je devrais y arriver. Alors, est-ce qu'il faut traiter la dépression en fin de vie? J'ai mis la question de manière un peu provocante, mais parce que dans des enseignements en soins palliatifs, c'est une question qui m'a quelquefois été posée, plus par des collègues d'ailleurs, que par des médecins de soins palliatifs. En tout cas, la réponse est très clairement oui. Il a été prouvé que le traitement permettait d'améliorer un certain nombre de choses, de diminuer l'intensité des autres symptômes, d'améliorer la qualité de vie, d'augmenter la capacité du patient à s'adapter à ce qui lui arrive, et diminuer les difficultés pour les proches. Donc, très clairement, non seulement théoriquement, ça pourrait être intéressant de traiter, mais on sait qu'effectivement, c'est nettement mieux pour ces patients. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'il faut traiter, c'est qu'est-ce qu'on traite. Alors, on traite des épisodes dépressifs majeurs, c'est pour ça que je vous ai renvoyé à notre arbre simple, et c'est pour ça que j'ai détaillé cet aspect-là. On traite avec quoi? Des antidépresseurs ou des psychostimulants. Une prise en charge psychologique, toujours, qui n'est pas forcément une psychothérapie, qu'il va falloir adapter aux patients, mais il a été très clairement prouvé qu'un antidépresseur plus une prise en charge par un professionnel de soins psychiques, ça fonctionne quand même nettement mieux qu'un antidépresseur tout seul. Par contre, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas l'antidépresseur quand le psychologue ne suffit plus, c'est l'antidépresseur et le psychologue si on a un épisode dépressif majeur. Avec quels risques on traite? A priori, pas beaucoup si on se débrouille bien. Et avec quelle certitude on traite? Ça, c'est autre chose. On n'a toujours pas, en matière d'antidépresseurs, de certitude d'efficacité des molécules en cancérologie. On en a en milieu somatique, on est déjà très content, mais en milieu strictement palliatif ou cancérologique, on ne l'a pas encore. Donc, on traite en tout cas sur quelques études montrant que ça améliore un certain nombre de choses en matière de qualité de vie. Après, je pense qu'il faut rester effectivement très humble sur nos zones d'incertitude. Je passe sur les choses classiques et les différents types d'antidépresseurs, ça vous trouverez ça partout.